Les extraordinaires, ce sont des femmes, des hommes, des inconnus anonymes que vous croisez tous les jours dans votre quotidien. Ils ne font pas la couverture des magazines et pourtant, parce qu'on peut tous faire bouger les lignes et changer les mentalités, ensemble pour construire un monde plus humaniste, bienveillant et inclusif, où chacun peut trouver sa place et donner du sens au collectif. Alors, bienvenue dans l'entreprise du 21e siècle. Je m'appelle Loubna Méliane, je suis leader égalité et pluralité chez OnePoint. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Sophie Letiers, DRH de Kaufmann & Broad. C'est parti. Parce qu'on juge une femme sur sa cuisine, c'est ça? Vous mériteriez vraiment d'être blanc. J'ai jamais pu saquer les gouines. Je suis bien d'accord avec la grosse. Pour ce nouveau numéro, je vous propose d'aller à la rencontre de Sophie Letiers, figure emblématique du monde des ressources humaines. Son parcours singulier, qu'elle débute en tant qu'avocate pour s'épanouir ensuite en tant que directrice des ressources humaines chez Kaufmann & Broad, témoigne d'une détermination sans faille et d'une vision humaniste profonde. Sophie Letiers incarne la conviction que la gestion des ressources humaines doit avant tout être guidée par l'humain et la création d'un environnement propice à l'épanouissement personnel et professionnel, s'éloignant des stéréotypes du DRH uniquement perçu comme celui qui licencie. Pour elle, chaque interaction au sein de l'entreprise est une opportunité de renforcer la cohésion sociale et de valoriser chaque individu. Sa vision dépasse les frontières traditionnelles du monde professionnel où la gratitude, la bienveillance et l'équité sont les piliers d'une culture d'entreprise forte et inclusive. Ça m'a permis d'aller à la rencontre des autres, d'éveiller ma curiosité et de vouloir contribuer à une histoire plus grande que moi. Confie-t-elle, exprimant ainsi son engagement vers une gestion des talents qui transcende les simples exigences du poste. Sophie Letiers incarne non seulement le leadership féminin dynamique, mais aussi une voix influente pour l'avenir des RH. Elle représente une nouvelle génération de DRH où l'humanité, le courage et la transparence sont au cœur de la gestion des talents. Bonjour Sophie. Bonjour Loubna, merci. Merci à vous d'accepter notre invitation. Alors justement, dans cette petite introduction, j'expliquais que vous aviez démarré votre carrière en tant qu'avocate avant de devenir DRH. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ou nous raconter les moments clés de cette transition et les défis auxquels vous avez dû, surmonter pour y parvenir? Donc effectivement, j'ai d'abord débuté par être avocate et d'ailleurs au départ pas du tout avocate en droit social mais en M&A et c'est après que je suis devenue avocate. Alors, en droit. Merger and acquisition, tout ce qui est fusion-acquisition, c'est du bon jargon d'avocat. Et puis à un moment donné, effectivement, j'ai basculé dans ce monde de l'entreprise et de la RH d'abord par les relations sociales et en fait, là, moi, j'ai été tout de suite confrontée au dialogue social puisque c'était un des enjeux sur lesquels vous avez dû travailler. C'était un des enjeux, auxquels j'ai été confrontée. Mais disons que dans mon parcours, peut-être la chose à laquelle j'ai dû faire face le plus, c'est finalement à moi-même et aussi ce syndrome de l'imposteur terriblement féminin, mais qui existe quand on est avocate, de passer en entreprise, relations sociales, puis DRH. J'avais pas la formation de DRH et d'ailleurs c'est pas moi qui ai eu l'idée de devenir DRH. Oui, ça vous serait pas venu à l'idée? Non, mais je crois que, enfin, je le raconte parce que je pense que c'est un sujet aussi chez les femmes d'ouvrir le champ des possibles et de se dire bien de le répéter. Voilà, c'est bien de le répéter et de raconter aussi, à mon niveau, ma petite histoire sur ce sujet-là. C'est que en réalité, quand on a envie, on est capable de tout et on apprend. On apprend au fur et à mesure de la vie et des expériences. Donc peut-être l'obstacle principal auquel j'ai dû faire face, c'était moi-même et mes propres limites et mes propres freins. Et puis ensuite, c'est toujours pareil, trouver se constituer autour de soi un environnement soutenant pour pouvoir avancer. Alors justement, comment cette expérience passée en tant qu'avocate a-t-elle influencé justement votre approche en tant que DRH ou peut-être pas du tout? Ah si, ça l'a énormément influencé parce que quand on est DRH, il y a aussi un fort enjeu de gestion du risque juridique. On a des obligations sociales qui sont quand même très fortes dans une entreprise. Bien sûr. Tant qu'employeur. Évidemment la sécurité des collaborateurs, mais aussi beaucoup d'obligations sociales à l'égard des instances représentatives du personnel, CSE, délégués syndicaux et autres.
En réalité, on est un employeur est constamment en délit d'entrave parce que c'est au regard du foisonnement du code du travail, il est absolument impossible de se dire que on est tout le temps à jour de ces obligations. Donc, le fait d'avoir été avocate, la gestion du risque et de justement la gestion de à la marge, comment je fais pour gérer ce risque, comment je peux emporter l'adhésion des instances représentatives du personnel sur OK, on devrait le faire comme ça à la lettre du texte by the book, mais on va faire autrement parce que ça va être plus porteur de valeur pour l'entreprise et les collaborateurs. C'est là où j'ai importé mon savoir juridique dans l'entreprise, et je pense même que ça a été la clé du succès d'un certain nombre de projets. Dit comme ça semble être sensé, mais c'est vrai que tous les DRH sont pas forcément des anciens avocats. Non, et alors il faut pas, à l'inverse, il faut pas que pour les RH, parce que il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément le vernis juridique, faut pas que ça soit un frein non plus. Et là, le gros enjeu, c'est de trouver un partenaire, un cabinet d'avocats. Moi-même, je travaille avec la même avocate depuis, on a calculé l'autre jour, ça fait plus de 20 ans. Ah oui, c'est on a une mené belle beaucoup histoire de fidélité. Exactement. On a mené beaucoup de batailles ensemble, et moi, je ne me considère pas comme sachante en juridique, c'est-à-dire que je suis tout le temps en train de partager mes convictions, l'envie dont j'ai envie de faire les choses avec cette avocate qui s'appelle Elisabeth, et c'est très important, et donc le fait de ne pas être sachante ne doit pas être un frein non plus, mais il faut aller chercher. De toute façon, c'est toujours pareil, il faut se constituer un écosystème porteur quand on est RH pour pouvoir exercer son métier dans de bonnes conditions. Alors justement, venons au cœur du métier. Vous défendez une vision des ressources humaines axée sur l'humain et la transparence. Ça se reflète comment au quotidien pour les collaborateurs et les collaboratrices ? Alors, moi, j'ai une conviction assez forte, c'est que la performance sociale est le principal vecteur et le vecteur de la performance économique, environnementale, sociétale. Donc, c'est ça en tant que RH, DRH, qu'il faut aller travailler dans l'entreprise, c'est cette performance sociale, c'est-à-dire que... Mais qu'est-ce que vous mettez derrière cette performance sociale ? Si je prends une image assez simple, par exemple avec le sport, où on peut prendre une équipe de foot, une équipe de rugby, etc. Si vous avez pas les bons joueurs, que vous leur avez pas appris à jouer ensemble, à faire les bonnes passes, que vous avez pas, que chacun est bien aussi dans sa propre vie, parce que chacun peut avoir sa petite épine dans le pied, tant qu'il l'a pas résolue, il pourra pas donner son plein potentiel dans le collectif. Mettre un environnement de travail, des conditions d'entraînement qui sont bonnes, permettre à chacun d'aller, je dis souvent, de passer de sa zone de confort à sa zone de génie, là où on est dans son flow. J'aime beaucoup l'image. Voilà. Oui, parce que l'image de, OK, il faut sortir de sa zone de confort pour aller dans l'inconfort, c'est un peu boring, quoi. Oui, et puis ça donne pas envie. Ça donne pas hyper envie. C'est clair. En revanche, personne n'a envie de se faire mal. Hein. Exactement. En revanche, OK, ça va peut-être me bousculer un peu, ça va tanguer un peu, je vais perdre peut-être un peu mes repères, mais je vais chercher quelque chose qui va me faire tellement grandir, dans lequel je vais être tellement bien, que ça vaut le coup d'aller chercher cette zone de génie. Et donc, si on fait tout ça, à la fin, l'équipe, elle joue sur le terrain hyper bien, elle marque des buts. Oui. Elle passe les tournois, les qualifications. Elle est championne du monde, Jeux Olympiques et tout ce qu'on veut. Et donc, ça amène de la performance économique, ça amène de la créativité, ça amène de l'innovation. Nous, par exemple, chez Kaufmann & Broad, tout l'enjeu aujourd'hui environnemental, c'est comment on construit de manière moins polluante. En fait, les gens qui sont bien dans leur job, qu'on emmène dans cet épanouissement-là, ça va leur donner l'envie, la créativité de se dire comment je résous l'équation environnementale avec l'équation économique. Bien sûr, faut trouver le bon équilibre. Faut-il que ça ne coûte pas plus cher, parce que sinon personne ne va acheter l'appartement après. En fait, donc c'est vraiment cette performance sociale, elle libère
totalement le potentiel des collaborateurs. Alors souvent on a une image peut-être un peu biaisée du DRH. Oui, ça vous fait sourire. On en a discuté un peu avant. On peut dire que c'est même parfois la fonction la plus détestée de l'entreprise. Alors, il faut pas avoir peur de le dire. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire justement sur alors on a bien compris en quoi consistait votre métier, mais c'est quoi peut-être la plus-value qu'on n'imagine pas et qu'on ne voit pas forcément, puisqu'on voit toujours les choses plutôt négatives que positives. Alors, sur cet aspect négatif, peut-être juste en introduction, quelque chose qui me paraît important, c'est que une des raisons pour laquelle il y a souvent cette image négative, c'est que souvent il y a un licenciement qui s'est mal passé. Donc, peut-être la première chose, c'est quand même de soigner ça, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un départ de collaborateurs à titre individuel ou un plan social, de le faire avec la bonne manière. Moi, je dis toujours, l'objectif, et on n'y arrive pas toujours, évidemment, c'est quand même que les collaborateurs, quand ils partent, ils nous disent merci. Merci, non pas d'avoir été licenciés, mais parce qu'on les a accompagnés pour leur faire prendre conscience qu'à un moment donné, ils n'étaient pas à la bonne place. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans l'équation. On essaie d'être transparent, parce que c'est vrai que des fois, on part sans savoir pourquoi. Exactement, et de dire, il y a ça, il y a soit un fit de culture, enfin, il peut y avoir plein de raisons, mais de les expliquer pour permettre à la personne d'aller grandir ailleurs, dans un autre poste. Et donc, là, on est en plus de ça au cœur de notre métier RH, qui est d'accompagner les collaborateurs dans leur épanouissement. Et alors, l'épanouissement, il peut être évidemment à l'intérieur de l'entreprise, ou parfois, il y a un moment donné, ça va être à l'extérieur de l'entreprise. Et dans ces cas-là, il faut être capable de l'expliquer. Donc ça, c'est quand même important parce que ça joue sur la réputation et l'image aussi de ce métier. La culture cinématographique n'a pas aidé non plus. Non, ça c'est sûr. Là, je peux dire que les derniers films ne dressent pas un portrait du DRH très flatteur, effectivement. Mais je pense que justement, nous on incarne l'inverse des enjeux. On incarne cet humanisme, cette manière de développer les collaborateurs avec performance et exigence. C'est-à-dire que il faut être capable de dire à un collaborateur quand il n'est pas performant au rendez-vous. Et puis, par ailleurs, nous, dans l'entreprise, on a un rôle transverse. On fait partie de ces rares fonctions à avoir tout le fonctionnement global de l'entreprise. On va porter tous les sujets donc de développement des collaborateurs, tous les sujets de diversité. Ce sont des sujets qui sont toujours portés par la RH. Et ça, c'est vraiment très important parce que une entreprise dans laquelle tout le monde pense pareil, c'est pas très intéressant. Non, et c'est pas les meilleures décisions qui vont émaner de ce collectif. Donc, aller créer un collectif avec des cultures différentes, des origines différentes, avec cette diversité-là, l'entreprise n'en sera que plus performante, là aussi. Oui, et les études sont unanimes quand vous avez des équipes mixtes, performance, innovation, créativité. Exactement. Donc voilà, et par exemple aujourd'hui, il y a tous les enjeux qui sont liés à l'IA, comment l'IA va impacter l'évolution des organisations et des métiers, et pas seulement les métiers, parce que il y a les métiers, les organisations, les process. Les RH, on est les premiers à la manœuvre sur ce sujet-là avec les dirigeants, et c'est extrêmement intéressant. Donc on a tout ce rôle-là qui est souvent pas imaginé et qui me paraît qui est très important au sein de l'entreprise. Alors justement, en quoi votre travail de DRH justement chez Kaufmann & Broad contribue-t-il, ce que vous disiez, à façonner cette culture inclusive et diversifiée? Est-ce qu'il y a des résultats dont vous êtes fiers dans ce domaine, ou des actions ou des initiatives que vous avez mis en œuvre et que vous souhaitez partager avec nous aujourd'hui? Par exemple, il y a 5 ans, quand moi je suis arrivée chez Kaufmann & Broad, il y avait très peu de formation. On a mis en place une école qui s'appelle KB Factory, donc Kaufmann & Broad Factory, qui aujourd'hui on forme tous les ans plus de 80% des effectifs. Donc à la fois sur des compétences métiers techniques, mais aussi tout ce qu'on appelle les soft skills, l'assertivité, la prise de parole en public, tous ces sujets-là. C'est très important parce que pour se développer, il faut avoir accès aussi à ce type de contenu de formation. Bien sûr. Donc ça, c'est très important. Donc on a créé cette école qui a été
publicité par les collaborateurs lors de la dernière enquête Great Place to Work, lors de laquelle on a été labellisé. Là, je sors ce matin, avant de vous rejoindre, d'un atelier pour la création d'un club de femmes qui va s'appeler... je vous le dis en avant-première, du coup. Génial, voilà, on adore. Women on Broad. Donc plutôt un réseau de femmes internes. Un réseau de femmes internes, mais qui va aussi proposer des actions aux hommes et aux femmes. Nous, dans la promotion immobilière, c'est quand même principalement masculin. Il y a encore beaucoup de stéréotypes. Il y a des femmes ingénieurs qui se disent que, par exemple, aller sur un chantier, superviser un chantier, c'est un métier d'homme et elles peuvent avoir des réticences et des freins à y aller. Donc, moi, en tant que DRH, aller lever ces freins-là et ces réticences, c'est quelque chose qui en tout cas, me remplit de satisfaction de pouvoir faire bouger les lignes. Donc oui, j'ai la chance d'avoir des motifs de satisfaction régulièrement. Bon, ça c'est une excellente nouvelle. Et puis, de toute façon, c'était pas par hasard que vous avez invité aussi. Hein. On avait envie de partager justement ces beaux récits, comme quoi c'est tout à fait possible, et y compris dans un secteur qui est quand même très masculin. Donc non, c'était important de pouvoir s'en parler aujourd'hui. Exactement. Et puis aussi investir les secteurs masculins. Parce que c'est aussi de l'intérieur qu'on fait basculer les cultures. Complètement d'accord. Donc ça c'est, je veux dire, au contraire, il faut y aller et s'armer de persévérance, de courage, de conviction, d'envie, d'ambition pour aller faire basculer sur les différents sujets. Ça peut être la diversité ou d'autres. Certains univers. Alors, justement, en tant que femme occupant un poste de direction, vous êtes au COMEX, si je dis pas de bêtises. Comment percevez-vous votre rôle juste dans l'inspiration et l'émancipation des autres femmes au sein de l'entreprise ou au sein de votre secteur d'activité? Je pense que voilà, les rôles modèles sont importants. On a besoin de s'identifier. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes sensible, que vous partagez, ou voilà, c'est pas Alors si, alors Vous auriez le droit, parce que je suis pas sûre qu'on pose la même question à un homme. Et à chaque fois que je la pose, je suis pas toujours très à l'aise en disant bon, on va revenir sur le leadership au féminin. Mais c'est important de dire que vous êtes une femme. En fait, ça a été un chemin pour moi. Ça a été un chemin parce que pendant des années, j'ai dit non, mais il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet, il faut avancer, faire face aux obstacles, les franchir, etc. Donc c'est pour ça que à titre personnel, ça a été un chemin en fait de me rendre compte que si c'était un sujet, je crois qu'il faut être assez humble par rapport à ça. Donc et aujourd'hui, comme c'est quelque chose voilà sur lequel disons que j'ai eu un coup de rétroviseur pour regarder le chemin que j'avais parcouru, c'est le bénéfice d'avoir 50 ans. Et par exemple, moi aujourd'hui, je suis la seule femme au COMEX. On a un conseil d'administration paritaire, mais c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, la promotion immobilière est un secteur masculin, même si depuis 5 ans, on a de plus en plus de femmes qui montent dans les hiérarchies et ça va arriver, et ça c'est aussi un grand motif de satisfaction. Donc je pense que c'est très important d'inspirer les femmes en étant sans forcément être mentor, mais en tout cas d'inspirer, d'avoir des conversations honnêtes et puis dire que c'est possible d'arriver à ses responsabilités. Exactement. Et avec j'imagine certaines difficultés. J'imagine que l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, arriver à ce niveau de responsabilité. On jongle un peu. On jongle un peu, mais en réalité, tout l'enjeu, en réalité, est d'accepter. Ouais. C'est-à-dire de dire, OK, en fait, moi, je suis une maman de 2 jeunes filles qui ont aujourd'hui 20 ans et 22 ans. Oui, je n'étais pas à la sortie de l'école. Oui, j'étais là. Elles avaient déjà dîné, pris leur bain quand elles étaient enfants. Mais en revanche, je pense que j'ai toujours eu la conviction que j'allais leur transmettre autre chose. C'est important de le dire. L'épanouissement professionnel, d'autres choses. Et d'être un vrai rôle modèle aussi pour ses propres filles. Je l'espère. Oui. Donc, mais ça, c'est quelque chose en réalité qu'il faut assumer assez vite, parce que si on veut être partout à la fois, c'est évidemment pas possible. Et ça, faut être très au clair avec soi-même. Et ça veut pas dire que si on n'est pas là le soir quand on a des jeunes enfants, ou qu'on arrive plus tard, qu'on est une mauvaise maman, parce que un enfant qui grandit, c'est un chemin qu'on parcourt ensemble. Donc ça me paraît effectivement aussi important.
Alors, aujourd'hui, on est face à des nouveaux défis dans le monde du travail, notamment l'importante croissance du sens au travail. Comment adaptez-vous justement votre stratégie RH chez Kaufmann & Broad par rapport à cette impératif que nous renvoient les collaborateurs sur ce besoin de sens qui devient de plus en plus important et qui prend, en tout cas, qui fait partie des points où les nouveaux collaborateurs sont très attentifs quand ils rentrent dans une entreprise, de savoir si oui ou non elle s'engage, qu'elle a des valeurs. Alors il y a effectivement, ça c'est très important, et si on cite quelques chiffres, je lisais là dans une enquête de 2023 que en 2023, il y avait 40% des millenniums qui, dans l'année, avaient refusé une proposition de travail. C'est énorme. Parce que l'entreprise manquait de sens. Donc ça, c'est quand même une réalité qu'il faut pas du tout ignorer. Et d'ailleurs, une autre étude de WinePoint sur prospective sur quel sera le futur du travail en 2035, que je trouvais très intéressante, qui disait deux choses. La première, en 2035, les collaborateurs vont se former 2h30 par jour, je crois, et de plus en plus ce fameux mouvement des slashers où on va avoir plusieurs métiers à la fois. Donc, redonner du sens. Oui, ça transforme tout. Mais du coup, et ça les transforme. Organisations, la façon de travailler, il y en a plein d'autres d'interagir. des chiffres, mais Ouais. en réalité, les prendre tous, les mettre en perspective, c'est d'abord, en tant que RH, il faut prendre conscience de ce mouvement-là et en être pleinement convaincu. Parce que ça, c'est aussi un sujet. Ça veut dire que aujourd'hui, la plupart des gens qui sortent de l'école vont devenir freelance dans les 3 à 4 ans. D'accord. Et ne vont pas vont pas aller chercher un CDI dans une entreprise. Donc ça pose quand même un sujet de comment effectivement on rend nos entreprises attractives. Il y a tous les sujets qu'on connaît, mais le sens est devenu prioritaire. Donc nous aujourd'hui chez Kaufmann & Broad, c'est assez simple, c'est que là on vient de retravailler sur qui n'est pas encore public, mais on vient de travailler sur notre raison d'être. C'est important de savoir donc, qui on est, son identité. Exactement. Je sais que vous y êtes très attaché, l'histoire. L'histoire, d'où on vient, qu'est-ce qu'on a envie, et c'est quoi l'héritage que l'on veut laisser. Et ça, je pense que c'est une question clé que chaque dirigeant doit se poser. Quand je dis dirigeant, c'est chaque membre du COMEX. Chacun est quand même responsable de l'héritage qu'il va laisser dans une entreprise. Et quel est l'héritage que l'entreprise veut laisser. C'est quoi le sens de la mission de l'entreprise? Ouais. C'est quoi son impact? C'est quoi sa contribution? Donc ça, c'est un travail très important. Et derrière, ça va réactiver ce fameux sujet des valeurs dans l'entreprise qui sont souvent, on le sait, affichées, pas vécues et qui sont très loin de la base. Ces valeurs, elles vont avoir un lien très fort avec la raison d'être et la mission. Et donc, comment on active le sens des valeurs au sein de l'entreprise? Comment on fait en sorte que, et les dirigeants les premiers, s'approprient le sens de ces valeurs et de la mission, et aussi... Ils en sont les dignes représentants. Ils en sont la fameuse exemplarité Tout à fait. qui est si importante. Et comment on s'assure aussi que tous les collaborateurs le vivent, parce que souvent... Il y a des gens qui peuvent dire, je sais pas, il y a écrit, on dit qu'une entreprise fait preuve d'audace. Et en réalité, à chaque fois que j'ai eu, moi, collaborateur lambda de l'entreprise, j'ai une initiative, on me dit non, mais c'est bon, tu reviendras dans 15 jours. On me dit, il y a écrit audace au fronton de mon entreprise. Et à chaque fois que j'ai une proposition, on me dit non. Les gens vont vivre un décalage encore plus fort et partiront encore plus vite de l'entreprise. Donc, il y a un vrai enjeu de savoir qui on est, définir sa raison d'être, avoir ses valeurs, les activer et s'assurer que la promesse est tenue. Rien ne sera plus dangereux à partir d'aujourd'hui que des promesses qui ne sont pas tenues. Faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait, c'est devenu, ça va être le mantra de chaque entreprise, parce que le retour de bâton sera très rapide. Et en plus de ça, violent, voilà, aujourd'hui on est sur un marché de plein emploi, donc tous les collaborateurs, ils ont le choix de changer d'entreprise. Ce n'est pas une difficulté, un problème, ou d'aller s'installer à leur compte et de choisir c'est fort de dire et de ça, choisir leur mission. Parce que d'habitude, c'est pas des propos qu'on entend de la part d'un DRH en disant non, mais ils peuvent aller ailleurs, donc il faut vraiment qu'on... oui. Donc il faut être attractif, et finalement on n'est jamais plus attractif qu'en étant soi-même. Bien sûr. Voilà. Et c'est aussi très important que les dirigeants soient alignés avec la mission de l'entreprise, parce que
y aurait rien de pire qu'un décalage. Ouais, non, mais voilà. On est complètement d'accord. Ça semble de bon sens de le dire, oui, mais je pense que c'est bien de le réentendre et se l'approprier. Alors, pour terminer, peut-être une avant-dernière question. Comment voyez-vous l'évolution du rôle de DRH dans les années à venir, à la lumière justement de ces changements sociétaux et technologiques? C'est quoi pour vous l'avenir de votre métier? Est-ce qu'il y a des choses qui seront peut-être plus prioritaires que d'autres ou pas? Alors, comment vous projetez? Je pense que le métier de DRH n'a jamais été aussi important et stratégique au regard de tous ces enjeux qu'on vient de balayer ensemble, et que le rôle d'une DRH, c'est d'être, ou d'un DRH, parce qu'il faudrait qu'il y ait plus d'hommes aussi dans la fonction. À ceux qui écoutent, il faut aussi motiver plus d'hommes à rejoindre cette belle fonction, ce beau métier. On est des agitateurs, on est des poils à gratter. Et on a une place particulière dans un COMEX quand on occupe cette fonction. Et c'est très important d'être cet agitateur d'idées. On doit être toujours devant. On doit toujours avoir un temps d'avance sur sentir le temps, c'est quoi les évolutions qui arrivent, et de se poser la question, ok, il y a cette évolution qui arrive, c'est quoi la culture de mon entreprise et sa maturité par rapport à ça? Comment je vais l'intégrer? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que les grandes évolutions qui traversent le monde, la société avec un grand S, elle traverse la société avec un petit s, de manière plus ou moins forte, mais elles vont la traverser. Donc c'est très important toujours de se poser la question, qu'est-ce que je vais en faire moi dans mon identité d'entreprise? Comment je vais venir l'adapter? Et comme aujourd'hui l'accélération est très forte sur tous ces enjeux-là, l'environnement, la société, la diversité, l'inclusion, l'intelligence artificielle, tous ces sujets-là, donc on est très moteur dans ce rôle-là. Ensuite, moi je dis aussi que le premier DRH de l'entreprise, c'est pas moi, c'est chaque manager pour son équipe. Et que avec tout l'écosystème et tout l'environnement. Voilà, le premier RH opérationnel, c'est d'abord le manager, et moi je devrais faire entre guillemets que du développement RH et de l'organisation et ces autres sujets. Donc il faut, c'est un métier de partage aussi avec l'ensemble du corps social de l'entreprise. Et pour terminer, vous voyez où dans quelques années? Si vous vous projetez par rapport, alors on reste sur la projection des RH comme Kaufmann & Broad, peut-être qu'il y a des projets sur lesquels vous souhaitez aller plus rapidement, ou ou peut-être pas, vous vous projetez moi, pas et vous avancez. J'ai la chance, j'ai changé plusieurs fois, j'ai changé de métier, j'ai changé plusieurs fois d'entreprise. Je trouve aussi que ça a de la vertu de changer d'entreprise parce que on voit des cultures différentes et on apprend plein de choses. J'ai aujourd'hui la chance d'avoir trouvé une entreprise dans laquelle je m'épanouis pleinement et qui a un très beau modèle, parce que aussi 100% de nos collaborateurs sont actionnaires de l'entreprise tout en étant cotés en bourse, ce qui donne un modèle social très particulier. Et puis on a la chance de travailler sur des enjeux environnementaux forts, donc quand on est DRH, ça donne beaucoup de leviers pour pouvoir avancer. Donc moi j'ai envie de poursuivre de faire grandir, d'amplifier le mouvement et d'être à la pointe d'un certain nombre d'innovations RH. Et je dois avouer, alors ça c'est peut-être parce que quand on arrive à 50 ans aussi, dans cette transmission, de contribuer à porter la fonction RH et à transmettre tous ces enjeux sur la raison d'être, les valeurs, une manière... la performance sociale. La performance sociale. Moi, je dis aujourd'hui, j'aurais pas dit ça il y a quelques années, que l'entreprise, elle doit être performante, citoyenne et engagée. Et aujourd'hui, et je pense que ce qui se passe aujourd'hui aussi dans le monde politique nous montre combien le rôle de l'entreprise est important. C'est un des derniers collectifs qui existe, dans lequel le vivre ensemble a une grande valeur, et on a une responsabilité de l'animer. Merci pour ce message d'espoir et à très bientôt. Merci Lumna. Un sarrasin! Parce qu'on juge une femme sur sa cuisine, c'est ça? Vous mériteriez vraiment d'être blanc. J'ai jamais pu saquer les Gwyn. Je suis bien d'accord avec la grosse. Viens là, Tarlouse. Pas de bras, pas de chocolat. Moi là-bas, je suis pas quelqu'un de foncièrement raciste. Ok, bon boulin,